version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, nous réagissons à une autre vidéo du dernier sondage. Et aujourd'hui, c'est celle de Seb, aka Seb la frite, l'histoire folle des Beatles. Et c'est le validé, le très cher validé Nio qui sera aux anges. C'est donc une vidéo qui a reçu 29 votes, ce qui est pas mal, hein, loin d'être aussi populaire que les vidéos précédentes du dernier sondage auquel nous avons réagi, mais c'est pas mal. Bon, avant de faire cela, nous allons lire les commentaires que vous avez laissés sous la réaction de la vidéo du jeudi passé. C'était celle de Squeezie qui est l'imposteur featuring Chacola et SDM, et comment j'ai bien ri, franchement j'avais surkiffé. Donc j'ai hâte de vous lire. Et bien sûr, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews, car c'est là-bas que vous devriez me dire vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais vous remercier comme toujours pour votre soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Et c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, je peux réagir à une vidéo quand même qui fait pratiquement 2 heures. Ok, c'est 2 heures que j'aurais pu passer à faire autre chose, alright? Mais je décide de les passer à réagir à la vidéo de Seb et en apprendre plus sur les Beatles et à en parler avec vous, hein, parce que non seulement c'est mon travail, mais ça me fait aussi plaisir, hein, de le faire, littéralement. Donc encore une fois, merci pour ce café mensuel, et sans plus perdre de temps, allons-y. Nous avons tous notre propre sensibilité artistique. Par exemple, certains adorent le rock, tandis que d'autres n'aiment que le blues, et que d'autres aiment les deux. C'est en partie pour cette raison que la musique est considérée comme un art à part entière. Imaginez que vous êtes très créatif et passionné de musique. Composez et Désolé, et là en fait, il l'a dit super bien, et c'est pour cela que la musique et l'art en général est subjectif. On peut débattre sur les bases de l'art qui sont potentiellement objectifs, mais lorsqu'il advient à nos préférences, à nos goûts, c'est freaking subjectif. Donc quand les gens me disent objectivement parlant, non, ok, non. Produire quelque chose qui vous satisfait à 100% n'est déjà pas simple, vu qu'on a forcément plusieurs styles musicaux qui influencent nos goûts. Maintenant, ajoutez à cela le fait que vous faites partie d'un groupe, où chaque membre a son propre avis et ses idées à apporter. Tout devient plus complexe. Pourtant, un groupe de 4 adolescents britanniques passionnés de musique va complètement changer cette vision. En peu de temps, ils vont bouleverser les codes de l'industrie, de la mode et de l'influence, devenant des superstars comme on en avait rarement vu à cette époque. Il est temps pour nous de se plonger dans les années 60 pour découvrir l'histoire des Beatles, autrement dit, le groupe de musique le plus populaire que le monde ait connu. I need somebody help, not just anybody. Et juste pour vous dire en avance, hein, malgré le fait que Nio, lui, soit un gros fan des Beatles, moi, personnellement, pas vraiment, hein. Il y a peut-être 1 ou 2 chansons que j'apprécie, mais ça s'arrête là, quoi. Parce que les Beatles, apparemment, se sont lourdement inspirés, hein, de la musique afro-américaine. Et personnellement, je ne retrouve pas ce charme afro-américain, cette âme afro-américaine chez les Beatles. Donc pour moi, ça me parle pas énormément, quoi. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you? Et aussi, hein, leur fashion, je la trouve éclataxe. La coupe de cheveux, oh my god. Ouh, ça c'est de la bonne musique. Avant que cette vidéo ne commence, sachez qu'elle est sponsorisée par l'une des marques peut-être les plus inattendues sur cette chaîne.
en 1950. Tout commence en 1956 à Liverpool. C'est une ville qui a été détruite pendant la guerre et où la vie n'est pas facile depuis. À cause de la désindustrialisation, beaucoup de familles n'ont pas d'emploi et dans ce contexte, la jeunesse a du mal à se trouver une place et à imaginer un futur. Et pour échapper un peu à tout ça, les jeunes vont se tourner vers la musique. Et quand je dis la musique, c'est surtout le rock qui arrive des États-Unis. Alors que leurs parents écoutent encore du jazz, eux vont découvrir des nouveaux artistes, comme Bill Haley ou encore Elvis Presley. Et parmi ces jeunes, il y a un certain John Lennon, qui lui aussi est inspiré par ce style et qui va décider de s'y mettre. Et John, il commence avec les moyens du bord, c'est-à-dire des instruments bricolés et pas beaucoup de musiciens. Et c'est ça qui donne le skiffle. Skiffle. Le skiffle, c'est un courant très populaire en Angleterre qui s'inspire du rock et qui sonne comme un mélange de folk et de blues. Le style de John s'inscrit carrément là-dedans. Et ça lui plaît tellement qu'il a monté son groupe avec des potes du lycée, The Quarrymen. Ensemble, ils font surtout des reprises à un niveau très très amateur. Mais tout ça les empêche pas de jouer sur des petites scènes locales et de concert en concert, John va rencontrer peu à peu d'autres musiciens qu'il va inviter à rejoindre le groupe. Et vraiment, le groupe fait avec ce qu'il a. Parmi les membres des Quarrymen, il y a eu Bill Smith à la Teacher's Bass, une sorte de basse avec une corde qui utilise comme caisse de résonance une caisse à thé. C'est tellement anglais. Et Pete Shotton au washboard. Alors ça a la gueule d'un bavoir métallique, Ouais, ça mais j'ai c'est surtout déjà un vu, instrument ouais. de percussion. Ces deux-là ont été remplacés par Rob Davis au banjo, Eric Griffith à la guitare, Len Gary à la sorte de basse à thé, voilà, et Colin Anton à la batterie. Ce qui était inhabituel pour un C'est un de groupe skiffle. très Bref, c'est le DIY, bordel, quoi. ça fait des Do va-et-vient it dans le groupe, yourself. etc. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'en juillet 1957, les Quarrymen vont être invités à jouer à une garden party devant l'église du quartier. Purée, l'enregistrement est éclaté, quoi. Et c'est à cette garden party que John va faire la rencontre de Paul McCartney. Ah ah. Ah ah. À seulement 15 ans, c'est déjà un as de la guitare. Et John est hyper impressionné par son talent. Et comme les bons musiciens, ça court pas vraiment les rues à Liverpool, John propose direct à Paul de rejoindre son groupe. Tu vois, là, leur style était pas mal, avec Mais les voilà, cheveux comme savoir ça jouer et de la tout. guitare, c'est une chose. Savoir en faire sur scène, c'en est une Un autre. peu à la Pour Elvis, leur quoi. premier concert ensemble, John et Paul se retrouvent à jouer dans une soirée du Parti conservateur. Bon, déjà politiquement, ça correspond pas Voilà, vraiment cette aux coupe de valeurs cheveux qu'ils défendront éclatée. pendant le reste de leur carrière. Mais surtout, ce soir-là, Paul foire À la complètement sa Bieber. prestation et bâcle ses solos. Alors pour le groupe, c'est un peu la honte parce que Paul, c'est la nouvelle recrue et t'es nul en fait. Genre c'est fou d'être nul comme ça. Donc les Quarrymen commencent à remettre en question le fait de mais on est sûr que lui, il intègre un peu le groupe parce que c'est pas bien. Alors pour se rattraper pendant la pause, Paul va jouer au reste du groupe la première chanson qu'il a écrite lui-même, I Lost My Little Girl. Well, I woke up late this morning. My head was in a whirl. Only then I realized I lost my little girl. Ah, ah. À ce moment-là, c'est con, L'harmonie et mais tout. Paul fait réaliser à John qu'il n'est pas impossible d'écrire ses propres musiques. Je rappelle que les Quarrymen, c'était un groupe amateur de reprises jusqu'à maintenant. Et ce déclic va amener John à s'éloigner du skiffle pour se rapprocher de son véritable amour, le rock. Et puis voilà, petit à petit, le groupe évolue. Le mec qui jouait du banjo, il va être remplacé par un guitariste que Paul va présenter à John. Et ce mec, c'est George Harrison. Et vous savez quoi ? Ça marche. 2 ans après sa formation, les Quarrymen enchaînent les prestations, notamment au Cavern Club, qui deviendra un endroit important dans l'histoire du groupe. Déjà à l'époque, ça se sent. Le noyau dur du groupe, c'est le duo Lennon-McCartney. John par son inventivité, qu'il insuffle même dans des reprises, et Paul pour son côté très technique avec les instruments. Mais bon, le fait est qu'on n'a jamais vu un groupe aller très loin avec juste 3 guitaristes. Alors, quand Stuart Sutcliffe, un pote de John, s'achète une basse juste pour intégrer le groupe, les autres ne font pas les difficiles. Et même si Stuart a juste chopé une basse pour intégrer le groupe sans vraiment savoir en jouer, qu'il est catastrophique avec, on avance quand même vers des sonorités un peu plus rock. Ça ne règle pas la question du Un batteur, petit peu plus mais riche bon, aussi. c'est toujours ça de prix. À ce moment-là, John réalise qu'il est le seul membre d'origine des Quarrymen. Tous les musiciens autour de lui ont changé,
mais on se dirige vers quelque chose de plus stable. Donc Et il faut puis, comme changer le avec nom. Paul, il commence vraiment à écrire ses premières chansons, bah c'est plus vraiment un groupe de reprises. En Ouais. bref, pour vous faire le topo, c'est que le groupe évolue, les membres évoluent, on peut dire que leur envie aussi évolue, donc il est grand temps de changer de nom. Et pour ça, ils vont pas chercher très loin. Au Cavern Club, ils ont déjà participé à des sessions de skiffle, en face d'un groupe qui s'appelait les Crickets. C'est le groupe de Buddy Holly, un artiste très en vogue pour la scène rock de l'époque, en plus de venir du pays du rock, les États-Unis. Donc John est insectes, très hein. fan de leur musique. Beatles, c'est aussi C'est des en insectes. écoutant leur musique que John va comprendre l'importance d'avoir une batterie dans un groupe de rock, ce qui n'était pas évident pour tous à cette époque-là. Et là, vous vous dites sûrement, mais con quoi, c'est évident qu'il faut un batteur et tout. Mais dans Mais c'est ça en fait, pour moi vraiment pratiquement l'instrument le plus important hein, dans la musique en général, pour moi, à moins que tu fasses musique classique et tout, c'est la batterie. Moi j'ai besoin d'un kick, j'ai besoin d'un snare ou d'un clap ou d'un snap ou d'un... Et les hi-hats surtout, enfin, les hi-hats ils les ont Pour moi les hi-hats hein, et le 808 c'est une révolution. Vraiment c'est une révolution. Donc mais ça c'est mes goûts personnels hein. Dans ce contexte-là, en Angleterre, à cette époque, c'était pas encore si évident que ça qu'une batterie jouée de façon énergique définisse un peu les codes du rock. Chaque chose en son temps, c'est encore tout frais, et donc c'est des choses qu'ils sont en train de comprendre. Enfin bref, pour en revenir au nom, John Lennon va être inspiré du nom The Crickets. Il veut un truc lui aussi avec un nom d'animal, parce c'est qu'il trouve ça. ça cool, et il aimerait bien avoir un double sens, un espèce de truc un peu catchy, tu vois. Il va trouver un truc, il va proposer au groupe de s'appeler The Beatles. Oui, écrit comme ça. Beatles. Ok. Alors, oui, ça se rapproche, et on va pas s'éterniser sur tous les changements de nom de leur début de carrière, parce que, voilà, il y en a eu beaucoup, quoi. Ils sont passés par plein d'étapes. Johnny and the Moondogs, puis The Beatles, puis Long John and the Silver Beatles, mais finalement, The Silver Beatles, c'est plus simple, et puis The Silver Beatles, vous l'aurez compris, on s'en rapproche, mais c'était surtout pour vous dire que ils ont pas trouvé le nom direct. Bref, et puis voilà, ils font leur petite vie, ils enchaînent les petits concerts entre deux changements de nom, et puis, en 1960, ils sont repérés par un certain Alan Williams, un gérant de club à Liverpool qui fait Mais office la de manager. tête. Alan, quand il les repère, il cherche un groupe pour accompagner Johnny Gentle en tournant en Écosse, et vous vous en doutez, il va leur proposer de venir avec eux. Oh, Wendy, I need you. Alors ok, on les envoie dans le pays d'à côté pour une mission, pour accompagner un autre musicien, mais cette histoire s'apparente quand même à peut-être une première tournée, quelque part. C'est de l'expérience à prendre. Et John, Paul, George et Stuart en sont très heureux. Surtout qu'Alan leur promet aussi de leur trouver un batteur. Donc, tout semble parfait. Finalement, quand le groupe arrive en Écosse, c'est la désillusion. Déjà, ils se retrouvent avec un conducteur de poids lourd qui a 10 ans de plus qu'eux en tant que batteur, et en plus, rien n'est pris en charge. Ils dorment dans des hôtels miteux, quand ce n'est pas carrément le van qui les emmène de date en date. Le C'est pire, c'est que horrible. même sur scène, c'est pas trop ça, quoi. Le groupe n'a pas l'habitude du live, les musiciens se synchronisent mal, les Silver Beatles n'arrivent pas à mettre l'ambiance à tel point que le batteur quitte la tournée après seulement quelques concerts. Une chose est sûre, c'est que le Yikes. camionneur, il a pas le pif, il a pas eu le flair. Hein. Il a vraiment dit aux Beatles, vous êtes trop nuls, je me casse. Ah c'est con parce que il va louper un truc. Mais enfin bon, faut bien commencer quelque part, et le groupe va quand même assumer tant bien que mal le reste de cette tournée. Et quand ils rentrent à It was not Liverpool, meant Alan to be. Williams, qui s'est un peu auto-proclamé leur manager entre-temps, il va décider de les envoyer à Hambourg, en Allemagne. Donc le groupe se dit « What the fuck, ça sent le bourbier ?» Sauf qu'Alan a un plan. Ouh là là. À cette époque, le rock commence à se développer en Angleterre. Et on est aussi 15 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui signifie que l'Allemagne est encore en partie occupée par les pays vainqueurs, y compris les Anglais, qui contrôlent le nord-ouest du pays. Et c'est justement là que se trouve Hambourg. Le pays est en pleine reconstruction, et la radio commence à peine à se démocratiser. Autant vous dire que le rock n'a pas encore eu l'occasion de trouver un public en Allemagne. Donc Alan se dit qu'envoyer John et sa bande là-bas, ça donne au groupe l'occasion de s'entraîner sur scène, et devant un public moins difficile qu'en Angleterre ou bien en Écosse. C'est vrai. Et comme c'est pas bête, et C'est puis pas que de bête. toute façon le groupe n'a pas d'autres propositions, ils acceptent. Par contre, faut toujours régler un petit souci, le batteur, parce que je vous rappelle que l'autre Gugus il est parti. Alors, 5 jours avant le départ, John organise des auditions à l'arrache, et le groupe se met d'accord, un peu par dépit, sur Pete Best. Son principal atout, il a une batterie. C'est C'est tout. quasi le seul argument qu'il avait pour Pete. J'adore. Bah très bien du coup. Et donc, en août 1960, le groupe arrive à Hambourg. Et là, rebelote, tout recommence comme en Écosse.
hôtel miteux, scène pourrie, mais cette fois le groupe ne se laisse pas abattre. Ils ont clairement accepté qu'un début de carrière, ça ne se fait pas dans le luxe. Sur place, ils ont un contrat de 3 mois à l'Indra. L'Indra, c'est un club de striptease avec une petite scène Purée, et on ça leur a demande de l'air jouer mais entre dégueu. 4 et 6 heures par jour devant un public qui ne les écoute même pas. Pour Waouh. référence, jusque-là, le groupe était habitué à faire des petites scènes de maximum 30 minutes. Là, on passe littéralement à 6 heures non-stop. Clairement, c'est un entraînement Shaolin pour devenir juste des monstres sur scène. Et pour tenir la cadence, du coup, le groupe va se mettre à prendre des amphètes. Oh shit. Ça aide. Ah, Et dommage. puis c'est ça le rock. Sauf que, ils ont tous entre 17 et 20 ans. Alors pour eux, Hambourg, c'est l'endroit et le moment dans leur vie où ils découvrent le sexe et l'alcool, en plus des drogues. À tel point que John déclarera plus tard avoir plus grandi à Hambourg qu'à Liverpool. Eh ben. Ah oui, maintenant ça fait cliché dit comme ça, mais le séjour est vraiment rock'n'roll. Le groupe est logé dans une petite pièce sans fenêtre, au-dessus d'un What? cinéma porno tenu par le gérant du club où ils jouent. En bref, Mais c'est Hambourg, c'est une horrible. épreuve à tous les niveaux, mais musicalement, ça paye. Comme ils doivent élargir leur répertoire pour assurer aussi longtemps sur scène, les gars commencent à reprendre tout ce qui passe à la radio pour le jouer à l'Indra. Du rock de Chuck Berry à la soul de Ray Charles. Et si Yeah, leur voilà. rythme de vie ne leur Mhm. permet pas encore de pouvoir écrire leurs propres chansons, en jouant tous les jours et tous les soirs, ils se trouvent quand même un style. Il Et je vais vous s'améliore. expliquer, c'est très simple. Comme personne ne les écoute, et peut-être aussi à cause des amphètes, ils vont se mettre à jouer plus fort et à gagner en énergie. Et ils vont faire ça autant dans leur musique que sur scène. Ça paraît con, hein, mais bon. Bref, l'Allemagne pour eux, c'est intense et instructif. Et après plusieurs mois de débauche sur place, le groupe se fait contrôler par la police. Et là, les problèmes. Le groupe n'a pas de contrat de travail pour justifier leur présence en ville, et en plus de ça, George a encore 17 ans à l'époque. Et se faire choper sous amphétamine quand on est Aïe, mineur, aïe, dans un aïe, pays qui aïe. impose un couvre-feu à 22 heures pour les jeunes, c'est pas vraiment une bonne idée. Forcément, suite à ça, le groupe est renvoyé dans son pays, et tout s'arrête très vite. Les mecs se retrouvent à Liverpool, chacun chez soi, et voilà, fin de l'aventure, merci beaucoup, au revoir. Du coup, ils se retrouvent tous en Angleterre, chacun chez papa, maman et tout. Ils essaient de récupérer un peu des mois intenses qu'ils ont vécus, et l'histoire aurait pu juste s'arrêter là, mais vous savez quoi, les concerts vont reprendre quand même très vite. Et quand ils se mettent à rejouer en Angleterre et qu'ils remontent sur scène, quelque chose a changé, c'est plus les mêmes. Les Silver Beatles gagnent en réputation avec leur musique, plus énergique que celle des autres rockers du pays. La stratégie d'Alan Williams a quelque part fonctionné, et on pourrait croire que la carrière des Beatles commence à s'écrire maintenant. Mais non. Premier changement, le groupe va se débarrasser de Alan, qui s'était un peu autoproclamé manager. Merci pour l'expérience, etc. Mais en fait, non. Ok, ils lui doivent beaucoup et l'idée de partir en Allemagne a porté ses fruits, mais ça a eu un prix. Alors pour éviter les nouveaux plans foireux, le groupe décide de gérer ses contrats tout seul. Deuxième changement, et surtout celui-ci, Stuart, le bassiste, qui a appris à se débrouiller avec son instrument entre-temps, annonce aux autres qu'il retourne vivre à Hambourg. Parce que pendant leur séjour là-bas, il est tombé amoureux. Il a rencontré Il décide de quelqu'un. rejoindre son amante pour reprendre ses études et pour vivre avec elle. Malheureusement, Stuart meurt d'une hémorragie cérébrale à Hambourg, moins d'1 an après sa décision d'y retourner. À seulement Rest in 21 ans. peace. My God, man. Comme quoi la vie, hein. Comme s'il Elle n'avait est pas le cœur à le imprévisible. remplacer, Paul prendra la décision de devenir le bassiste du groupe. C'est Donc à ce incroyable. moment-là, ils sont réduits à 4. John Lennon et George Harrison à la guitare, Paul McCartney à la basse et Pete Best à la batterie. Heureusement, l'énergie est toujours là, si bien que le Cavern Club devient leur QG. Some of the guy now, taking my love away from me. Some of the guy now, taking away my sweet desire. Some of the guy now. Entre 61 et 62, le groupe y joue une bonne centaine de concerts, de 19h à 2h du matin. Et c'est dans ce même club qu'un nouveau personnage fera son apparition, le fameux soir du 9 novembre 1961. Il s'appelle Brian Epstein. Epstein. Mais ok. Et cette rencontre va marquer un tournant dans leur carrière. Octobre 61, les Silver Beatles commencent à faire parler d'eux. Pendant leur séjour en Allemagne, ils ont enregistré un single pour le chanteur Tony Sheridan, qui connaît un petit succès en Angleterre. Purée, mais ils ont tous copié Elvis, hein, qui lui a aussi copié les Afro-Américains. Donc
L'origine, Brian c'est Epstein, les lui, Afro-Américains. c'est un quoi. disquaire de Liverpool qui va recevoir de plus en plus de clients qui cherchent à obtenir une copie de ce single. Après en avoir commandé plusieurs exemplaires, il reste quand même très intrigué et il va décider de se rendre au Cavern Club pour mieux comprendre pourquoi les Silver Beatles suscitent autant d'intérêt avec ce disque. Et sur scène, c'est un choc. Le groupe a une énergie de dingue et leur musique est beaucoup plus puissante que tout ce que propose le rock anglais à l'époque. Donc lui, ça lui met les poils, quoi. Pour la référence, au début des années 60, on écoute surtout du jazz ou du rock américain, qui commence un peu à s'exporter. Et les groupes locaux surfent sur un style très classique, ça ressemble à ça. I got the shakes down the knee bone. Yeah, the tremors in the thigh bone. Très bien. Shaking all over. Les Beatles, eux, ils ont fait leurs armes en Allemagne, sur les scènes des pires bars d'Hambourg. Là-bas, le public qui les ignorait leur a fait prendre l'habitude de pousser leurs amplis à fond. Et ça, c'est un truc que Brian, comme tous les autres au Cavern ce soir-là, il n'a jamais entendu ça ailleurs. Bref, il en prend plein les oreilles, tellement que pendant les 3 semaines qui suivent, il va retourner les voir tous les soirs. Brian, il est piqué des Beatles, ça l'obsède. Il voit bien que leur style moins sage, plus décharné que le rock local, est unique, et il a envie d'en faire un truc, quoi. Et au fil des concerts, il finit par se persuader, il doit absolument suivre ce groupe. Et même s'il ne connaît pas les ficelles de l'industrie, c'est pas grave. Ok, il est disquaire, mais le shop dans lequel il bosse, c'est une affaire familiale, c'était pas son rêve à lui. Son truc, lui, il le voit sur scène tous les soirs, et c'est les Beatles. Et comme il l'a sous les yeux, la tentation est juste trop forte. Un soir, il va parler au groupe, et à peine 2 mois plus tard, il signe le contrat qui fait de lui le manager des Beatles. Et donc c'est comme ça qu'il est devenu leur manager en janvier 62. Et c'est bizarre, mais ni Brian ni les musiciens ne s'en rendent compte à ce moment-là, mais ça marque vraiment le vrai début de la carrière des Beatles. Some of the guy now, taking my love away from me now. Some of the guy now, taking away my sweet desire now. Some of the guy now, just so hold my hand now. I'm alone, alone, Bon, là quand même, on remarque, enfin, ça m'étonnerait hein, que ce soit Seb qui a édité l'entièreté de cette vidéo, tellement elle est bien éditée et elle est vraiment complexe à niveau editing. Donc à mon avis, il a des collègues hein, qui l'ont aidé là, clairement. Maintenant qu'il est manager du groupe, il a une première intuition. Pour faire percer les Beatles, il faut travailler leur image. Ça sonne évident aujourd'hui, mais à l'époque, ça ne vient pas à l'idée de tout le monde de lisser son style pour se faire bien voir. Pour rappel, le mec ne connaît pas spécialement le business, mais déjà, il vise très juste. Son idée, c'est d'assagir le style de John, Paul, George et Pete, l'histoire de les rendre un peu plus professionnels en surface pour rassurer les potentiels producteurs. Parce que jusque-là, le groupe avait adopté le style Elvis, avec la coupe banane et le blouson en cuir, donc c'est sur l'intuition de Brian que les 4 vont adopter le combo coupe au bol et complet veston qui marque encore les esprits J'aime aujourd'hui. pas Ensuite, du les tout, concerts ouais. aux cavernes, c'est bien beau, mais si le groupe veut gagner en popularité, il a besoin d'enregistrer des morceaux. Donc Brian va frapper aux portes des labels de Londres pour essayer de dégoter un essai au groupe, en espérant un contrat d'enregistrement. Brian va tenter chez Decca dans un premier temps, où le groupe va se faire recaler. Pour l'anecdote, Dick Rowe, le directeur artistique de la maison à l'époque, est maintenant connu comme le mec qui a dit non aux Beatles. S'il y a un groupe à signer dans ta vie, dans l'histoire de la musique, les Beatles quoi. Pas le flair non plus le mec. Je vous rassure, pour se rattraper, Dick Rowe, il a quand même signé les Rolling Stones. Mais bon, c'est pas les Beatles. Tranquille. Finalement, c'est avec EMI que l'histoire s'écrit. Les Beatles sont invités le 6 juin 62 pour la première fois dans le studio qui deviendra mythique, situé à Abbey Road. Là-bas, ils font la rencontre de George Martin, un producteur du studio face à qui le groupe joue ses premières démos, dont Love Me Do et PS I Love You. love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. As I write this letter, send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Et ça va devenir les premiers vrais morceaux du groupe, même si George Martin n'est pas du tout convaincu.
Il est en mode... c'est un peu gaze. Ouais, moi Ce je qui suis pas dérange fan non plus. Hein. particulièrement, c'est la batterie. Il admet que Pete a l'énergie du live et que c'est très bien, c'est suffisant. Moi, c'est pas réellement la batterie. Hein. Moi, c'est tout simplement le fait qu'il y ait une harmonisation durant tout le long du son. Ils sont tous en train de chanter ensemble. Ça me casse les couilles. Mais qu'en studio, il n'a pas la consistance d'un bon batteur. Voilà. Et vous savez quoi? Le reste du groupe ne s'insurge même pas. Ils sont dac. Parce qu'en vrai de vrai, John, Paul et George se connaissent depuis bien plus longtemps. Ils ont des liens plus forts en dehors de la musique. Donc en vrai, ils sont un peu en mode qu'est-ce qu'on fait les gars? Et puis dans la foulée, il se passe ça. I was called into Brian Epstein's office. We played at the Cabin the night before. And when I got there, I could tell that Brian was a little bit apprehensive, he was nervous. And then after he talked around the subject for about 5 or 10 minutes, he just turned around, he said, Pete, he said, I've got bad news for you. The boys want you out, and they want Ringo in. The reason he gave at that time, Jerry, was that I wasn't a good enough drummer. Alors Pete l'a eu un peu mauvaise, évidemment, de se faire recaler comme ça. Il vivra toute sa vie avec le poids de cette frustration. Et il tentera de mettre fin à sa vie en 64, à l'apogée du groupe. Mais heureusement, il finira par prendre l'histoire avec dérision en sortant un album solo, Best of the Beatles, en 1966, avant de quitter définitivement le monde de la musique. Et concernant les Silver Beatles, ils ont enfin trouvé leur nouveau batteur. C'est pas cool, hein. C'est pas cool. Ringo Starr, ils l'ont rencontré aux cavernes, tout simplement, car il était déjà dans un autre groupe à l'époque, qui y jouait souvent. Et comme Ringo a déjà fait des remplacements et joué avec le groupe à certaines dates, ça en faisait donc le candidat idéal, donc les choses se sont faites naturellement. Son arrivée est actée le 18 août 62 et marque finalement la formation ultime du groupe. Les têtes, quoi. Et de façon assez symbolique, c'est aussi à peu près au même moment que John, Paul, les deux George, Ringo et Brian se mettent d'accord sur le nom définitif du groupe. Ils vont faire un jeu de mots avec leur ancien nom Beatle, qui signifie scarabée, et le mot beat, qui s'écrit E-A-T, et qui signifie le rythme. Et c'est ce qui donnera enfin le nom que l'on connaît tous aujourd'hui. Entre-temps, le premier 45 tours du groupe sort, c'est le double single Love Me Do, PS I Love You. Ils sortent ça dans un style assez typique du rock anglais, qui sonne plus sage qu'en live, mais avec l'harmonica qui rappelle quand même le skiffle dont le groupe vient. Voilà, niveau charts, etc., il n'y a pas de quoi s'exciter au début. Même si le disque va atteindre quand même la 17e place d'un classement quelques semaines après sa sortie, c'est quand même bien, c'est quand même un bon début, mais on n'est pas non plus sur un big succès. On va dire que c'est honorable pour un premier essai, d'autant que le titre connaît un petit succès à la radio. Mais déjà quand on écoute, il se passe un truc. Un petit truc qui va porter le groupe pendant la première moitié de sa carrière, la polyphonie. Concrètement, l'écriture et la composition de ces morceaux sont dans les standards de l'époque. Mais ce qui marque vraiment, c'est l'harmonie vocale de John et Paul. Moi, ça me casse les couilles. Moi, justement, ça fait le contraire. Moi, ça ne me marque... Enfin, ça me marque, mais pas positivement parlant, quoi. Négativement parlant, ça m'agace. Send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Et ça vaut pour presque tous les titres que le groupe a sortis. Imaginez n'importe quel morceau des Beatles chanté par quelqu'un d'autre, ça perd une grosse partie de son intérêt. Parce que dès que les voix de John et Paul se superposent, elles s'accordent dans une harmonie qui sonne tout de suite très complète. Et c'est pas spécialement une grande trouvaille, c'est juste que deux voix qui s'assortissent aussi bien, ça a rarement été égalé dans le rock. Sauf par les Beach Boys, mais on y reviendra. Et ça, George Martin, leur producteur, il l'a très bien compris. Donc, il va reprendre cette recette pour les singles suivants. Purée, le mix. Purée, mais vous entendez? Percussion complètement à gauche, voix complètement à droite. C'est une catastrophe, quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Oh. Ils ont séparé les voix du reste. Et cette fois, ça va Pratiquement. vraiment prendre. George en est persuadé à tel point qu'il annonce au groupe qu'il tient son premier top 1 pendant les sessions d'enregistrement. Et seulement 3 mois après la sortie de leur premier 45 tours, leurs derniers singles deviennent un véritable succès. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de classement officiel pour mesurer les ventes, etc., car chaque média faisait son propre comptage. Mais c'est à ce moment-là, début 63, qu'on date le début du mouvement qui va tout accélérer pour le groupe. La Beatlemania.
Avec seulement 4 morceaux enregistrés en répertoire, le groupe passe déjà à la télé, et chacun de leurs déplacements mobilise des hordes de fans. À l'époque, l'industrie de la musique n'a jamais connu un emballement du public aussi intense. Même en face du succès d'Elvis ou bien de Frank Sinatra, ce qui se passe en Angleterre avec les Beatles est d'une ampleur inédite. Mais Et là, pourquoi stop. Pour essayer de comprendre le succès aussi frénétique des Beatles, il faut un peu sortir de l'histoire du groupe. Avec Elvis Presley, je peux le comprendre, parce que, oui, le gars chantait comme un dieu, ok, il dansait super bien, sa musique était vraiment bonne, mais en plus, c'était un beau gosse. Les Beatles, honnêtement, à part leur musique, que moi d'ailleurs, j'apprécie pas tant que ça, il y avait quoi d'autre? C'est pas de grands danseurs, ils sont pas forcément très beaux gosses, ça n'est que mon avis. Je comprends pas. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com